Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de la grande oubliée des programmes de formation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grande oubliée? Aujourd'hui, je vais vous parler d'émotion et de comment l'utiliser pour revaloriser les formations, les accompagnements et les autres dispositifs à destination des collaborateurs pour leur permettre d'apprendre et de progresser. Dans un contexte où on est bombardé d'informations, en recherche de performances plutôt à court terme, l'injonction à changer, à apprendre, à devenir différent, c'est un peu une chimère. Et en fait, sans émotion, on s'est rendu compte qu'il est très difficile de changer les choses, voire même impossible. Pour vous en convaincre, je vais vous donner un petit exemple avant de passer à quelques conseils pour développer ces émotions. Si je vous présente votre prochain programme de formation en vous parlant des modalités, du temps à y consacrer, des journées qui seront en place, de la promo dans laquelle vous allez être, du travail préparatoire nécessaire, alors vous allez visualiser avant toute chose une charge de travail supplémentaire qui risque de vous défocaliser de vos objectifs. Quand bien même cette formation serait réservée à des hauts potentiels et programmée dans un lieu plutôt sympathique, dans un cadre on va dire aéré. A contrario, si je vous dis que j'ai le secret pour en finir avec les journées marathon sur Teams, vous allez tendre une oreille. Si je vous montre comment déléguer, responsabiliser pour vous permettre de voir vos enfants le soir, voire de les accompagner à leur prochaine sortie scolaire, vous risquez d'être intéressé. Pourquoi? Parce que j'ai cherché à créer une émotion. J'ai appuyé là où ça fait mal. J'ai commencé par vous montrer là où je pouvais vous être utile. Vous aider à visualiser un bénéfice direct d'investir un peu de temps pour vous former. J'ai choisi cet exemple pour illustrer une erreur qu'on a observée à plusieurs reprises quand on commence à travailler avec les directions learning ou transformation. Cette erreur, c'est de penser qu'on est uniquement rationnel et qu'un objectif dicté par l'organisation, dans l'exemple développé, les hauts potentiels par exemple, est directement transposable dans le quotidien de femmes et d'hommes en prise avec des enjeux opérationnels du quotidien, des gens qui sont au four et au moulin. C'est une erreur parce que c'est oublier qu'on est avant tout des humains, des êtres sensibles, guidés par nos émotions. Et oublier aussi que la formation, ça arrive a priori assez loin dans la liste des priorités des managers, plus largement des collaborateurs. Moi, quand j'entends j'ai pas le temps, j'interprète c'est pas ma priorité. Et c'est normal, ça se comprend. Alors, comment on peut remédier à ça? Je vous présente maintenant 5 leviers pour mobiliser les émotions au service de la formation. Alors, le premier levier qui est assez classique, qui est le format conférence, intervention externe. L'intérêt, ça fait sortir du cadre les équipes, ça permet de trouver des ponts avec des milieux, alors, je sais pas, l'associatif, l'art, le sport. Le principe du storytelling qui est employé par les conférenciers et conférencières, c'est de transmettre de l'émotion pour créer une prise de conscience. Donc ça, c'est super intéressant. Les points d'attention, en revanche, et peut-être les limites de ce format-là, c'est que on a un potentiel éloignement entre le sujet présenté et le quotidien des équipes. On peut avoir des gens qui disent « Ah ouais, c'est hyper intéressant, mais chez nous, ça ne marchera pas » ou « Je vois pas comment faire ça dans mon quotidien actuel. » Le deuxième levier dont je voulais vous parler, c'est le témoignage de pairs. P-A-I-R. L'intérêt ici, c'est qu'on est tous des animaux sociaux, on a besoin de se comparer, et si un de nos congénères a réussi à bouger, à faire différemment, finalement, on doit bien être capable de le faire à notre tour. Le point d'intention dans ce cas-là, c'est notre capacité en tant que responsable learning, transfo, d'identifier les bons témoins et aussi que ces personnes-là aient la bande passante disponible pour venir partager régulièrement leur expérience. Il faut faire attention aussi à ce point-là. Ne pas faire juste des ambassadeurs internes qui n'ont plus le temps d'être en prise avec leur sujet opérationnel. Troisième levier, le ciblage. Le ciblage des participants au programme qu'on est en train d'architecturer. L'intérêt, c'est qu'avant de concevoir son programme, c'est quand même super intéressant de prendre le temps de connaître les participants, connaître leurs aspirations, mais aussi leurs points de douleur. Souvenez-vous de l'expérience que j'ai dit plus tôt. Les gens qui sont marathon Teams, en général, j'ai pas inventé ça, on l'observe. Et si on rentre par ce sujet-là, normalement, on devrait taper juste. Le point d'intention dans ce sujet, ce levier ciblage, ça va être que l'hyper-personnalisation n'est pas toujours possible ni souhaitée. Et ça peut être aussi la difficulté de trouver des
des patterns communs, des préoccupations communes, d'essayer de trouver les motifs. Donc il faut voir effectivement jusqu'où on va avoir des publics niches sur nos sujets. 4e levier, ce que moi j'appelle la rupture de routine. En anglais, c'est pattern interruption. L'idée, c'est d'innover dans les modalités, dans la forme ou l'expérience d'apprentissage pour créer une adhésion a priori, à minima de la curiosité. Au titre de ce qu'on fait chez Team Bakery, on joue beaucoup là-dessus, notamment quand on crée des box physiques livrées sur le bureau du manager pour partager un temps avec son équipe et creuser un sujet d'organisation, nos objectifs, notre gestion du temps ou de comportement comme la culture du feedback, la gestion de ses émotions. Le poids d'intention. Ici, c'est sortir du statu quo, du mode par défaut, ça demande du courage et ça demande aussi une présence, une implication forte auprès des équipes. C'est peut-être pas la bonne modalité pour tous les managers. Enfin, dernier levier, qui est un peu lié à celui du pattern interruption, c'est ce qu'on appelle le nudge. Alors c'est quoi le nudge ? C'est des micro-actions un peu gamifiées, conçues pour ancrer un comportement, un geste dans le quotidien de l'équipe. Un exemple, alors dans un domaine autre que la formation, plutôt l'éco-responsabilité, je pense que vous avez toutes et toutes déjà vu visualiser en tout cas une poubelle en format de panier de basket pour nous inciter à trier nos déchets, à bien ramasser ce qui est par terre et essayer de mettre des paniers avec nos déchets. De la même manière, nous on s'est inspiré de ça pour créer, dans nos box, il y a des parkings à téléphone pour que les gens puissent bien déconnecter avant de rentrer dans la session avec leurs collègues, nos formats d'icebreaker ou des cartes ROTI pour Return on Time Invested pour évaluer la qualité de nos réunions. C'est autant de transposition du nudge dans le monde de l'entreprise. Le poids d'intention ici, c'est essayer de trouver le bon canal pour ces nudges parce que si on ne le fait pas bien, c'est une potentielle nouvelle sollicitation du quotidien et en fait on va avoir un effet plutôt négatif que bénéfique sur l'équipe. Voilà. J'espère vous avoir convaincu de l'impact de l'émotion dans le design de vos expériences apprenantes. À vous de trouver le bon dosage entre ces 5 ingrédients. Je vous laisse là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger. Nous, on a travaillé sur ce modèle avec Renault, avec Bouygues Construction, avec Carrefour à grande échelle. Donc on a quelques petits secrets, peut-être ingrédients pour que la mayonnaise prenne. N'hésitez pas. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Learning by Doing.